Mmh. Moi, dès qu'il y a des arbres, j'ai l'impression que ça sent bon. Il y a du vent. Oui, il y a du vent. Il fait gris. J'ai mis des talons en plus, alors que ça monte. Mais on s'en fiche, parce qu'en vrai, je suis trop contente de vous retrouver. Oui, trop contente de vous retrouver pour une deuxième saison de Allez Jose. Mais au fait, comment vous allez vous ? Est-ce que tout va bien ? Nous, pour ce premier épisode, on a décidé de vous écouter. Oui, vous, parce que vous avez été nombreuses à me demander de prendre la place de l'invité. Alors aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Et si vous vous souvenez bien, c'était Agathe Le Caron qui m'avait lancé ce petit défi. Oui, un défi, parce que c'est pas si simple quand même de parler de soi. Mais je pense que c'était important de le faire et de vous écouter. J'espère que ça vous plaira. Alors, c'est parti pour ce petit moment intime avec moi. J'ai un peu la trouille, quand même. Oui, ça marche. Oh là là. Ça fait un peu peur, cette connerie. Les revoilà. Elles sont de retour. Mais la porte, les meufs, là. Mais on n'a pas fermé la porte. Bah non, vous voulez qu'on soit attaqué par des loups ? Bon, Elsa, Oui. on s'est déjà retrouvés dans cette cuisine, Oui. dis donc. Il y a quelques mois, tu es venue ici pour m'interviewer, moi, sur ma préménopause. J'ai dit des choses très, très intimes Ouais. que j'ai pas dites C'était très partout. joli. Et ce jour-là, je t'ai dit, ça serait quand même bien qu'un jour, on t'entende toi. Parce que c'est vrai que tu es très présente sur les réseaux, mais moi, mon petit doigt me dit que tu dis un peu ce que tu as envie de dire sur les réseaux. On pourrait dire que tu dis beaucoup. Je suis pas sûre que tu dises tout, en fait. Non, c'est vrai, je choisis ce que je dis, mais... C'est quoi ton rapport, d'ailleurs, avec ton Instagram ? Tu crois que tu essayes de te faire consoler ? Tu crois que tu as besoin de conjurer un peu une forme Non. de solitude ? Non, alors, parce pas que du tu tout. parles beaucoup. Moi, je Ouais. parle jamais. Je suis très admirative parce que tu parles aux gens. Oui, alors, mais pas du tout. Je le fais plutôt, parce que ça m'amuse, deux, parce que souvent, je suis engagée, c'est du militantisme, et ensuite, parce que je vois bien que ça aide. Je vois bien que finalement, quand je raconte ma vraie vie, la réalité de ma vie et mon bordel avec justement mes chats, mes filles, la maison pas rangée, mes up et mes down, finalement, c'est ça que les gens aiment bien. Et ce podcast, c'est aussi ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'entendre les femmes merveilleuses que tu as interviewées tout au long de tes épisodes. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas les aider. Ouais. C'est ça qui est Mais bien. moi aussi, ça m'a aidé, tu sais, Oui. de vous écouter. Moi, justement, je voudrais qu'on parle un petit peu des symptômes que tu as eu. On va commencer peut-être par les symptômes physiques, parce que c'est aussi important quand même d'avoir le côté un peu médical. Quand est-ce que tu as réalisé que tu entrais en ménopause ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « là, c'est pas des règles comme avant » ou « là, c'est pas des symptômes comme avant » ? Je pense que j'ai eu des symptômes que je n'ai pas vus et qui étaient bien en amont. Mais comme à ce moment-là, moi, je m'occupais beaucoup de ma mère qui n'était pas encore décédée, je pense que j'ai commencé à avoir de moins en moins mes règles, mais j'y prêtais pas très attention parce que j'étais beaucoup sur ma maman qui était à l'hôpital. En fait, c'est après le décès de ma mère que ça a commencé. Là, j'ai commencé à me dire, il y a un truc pas normal. J'ai pas pas une seconde pensé à la ménopause. Ah, c'est vrai ? Mais pas une seconde. Donc, tu t'étais pas préparée, c'était pas un sujet pour toi à l'époque. J'étais complètement naïve sur ce sujet. D'abord parce que ma mère ne m'en avait jamais parlé, mais jamais pour elle. Alors, c'était un truc... je me suis même pas vue vieillir, moi. Tu vois ? J'ai vraiment compris que j'étais ménopausée, donc à 49 ans. Et je me souviens très bien du jour. C'est parce que je m'en souviens parce que je partais en tournage pour un tournage de Bel et Bien. Et je me réveille le matin et je me regarde dans la glace. Je me dis non, là il y a un truc qui est pas normal. J'avais pris 2 tailles. C'est-à-dire Et pas aux endroits habituels. J'étais enflée de partout et j'étais tellement enflée. Il y avait plus de différence entre le cou, les épaules. Il y avait un truc qui se passait. J'étais une boule, une petite boule, un œuf de Pâques. C'est une réalité du jour au lendemain. Je me suis pris une rétention d'eau spectaculaire qui a été l'un des premiers signes de la ménopause. Ensuite, conjonctivite, à répétition. Ah ouais, ça c'est fréquent ça. Et là, Gwendoline Amon disait ça, qu'elle avait des conjonctivites. Pareil, et je me disais, mais qu'est-ce... Et donc je comprends pas. Conjonctivite, rétention d'eau, trouble de l'humeur. Ce sentiment tout d'un coup
tellement mal dans sa peau, mais C'est ça. de voir tout noir, de tellement noir, de pas comprendre tout d'un coup. C'était un espèce de truc abyssal comme si tu tombes dans un puits. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais des brouillards cognitifs. Je me disais, j'étais devant ma porte. Je me disais, mais quel est mon code? Mais c'est pas possible. Quel est mon code? J'étais fatiguée. J'oubliais tout et je mélangeais. J'arrivais plus. Alors mes filles, par exemple, me disaient, mais maman, d'abord, tu finis aucune de tes phrases. Et ensuite, je confonds des mots. Et ça, je l'avais fait quand j'étais enceinte. Par exemple, au lieu de dire ouvre la porte, je disais Ouvre-la. Oui, ouvre-la. Je suis allée au... Mais au quoi, maman? Oui. Je ne sais plus. Mais c'était ça. Tu vois, je dis, va dans cuisine. Tu vois, n'importe quoi. J'étais complètement... Brouillard cognitif. Brouillard cognitif. Et vraiment ce jour de tournage, quand je suis rentrée chez moi et que je me souvenais plus du code, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit non. Là, c'est pas normal. Là, il y a quand même un truc. Comme je me sentais pas bien, je comprenais pas ce que j'avais. J'étais quand même allée chez le médecin avant d'aller chez la gynéco, qui m'avait tout de suite dit, mais vous êtes en dépression. Bon, alors moi, comme j'ai l'impression d'être en dépression depuis que je suis née, je me suis dit oui, bon, ok, d'accord, bon, super. À l'ouest, rien de nouveau. Donc donc on va vous mettre sous antidépresseurs. Je dis alors ça non. Alors ça, il est hors de question parce que moi, j'ai pris des antidépresseurs pendant 14 ans dans ma vie, que j'ai mis 2 ans à arrêter et il était hors de question qu'on me remette sous antidépresseurs. Donc je lui ai dit non, je vais faire du sport, je vais me soigner autrement, mais il est hors de question. Et heureusement parce que finalement, en interviewant toutes les femmes qu'on a eues, on se rend bien compte qu'il y a une errance médicale telle que, oui, la première chose que veulent faire les médecins, c'est de nous mettre sous antidépresseurs. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment eu l'impression que même les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Comprenaient pas ce qu'il y a. En fait, c'est un peu comme l'endométriose, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont pas formés au point où ils devraient être formés, à part les spécialistes type gynéco, etc. Un généraliste pense pas tout de suite à la ménopause. C'est vrai que j'ai vu 2 médecins, 2-3 médecins, et en fait, c'est l'ophtalmo qui m'a dit, mais vous seriez pas en ménopause? Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit, mais parce qu'en fait, vos conjonctivites à répétition... C'est de la sécheresse. C'est de la sécheresse, oui, exactement. Donc, en fait, tout se draine moins, tout se diffuse moins dans le corps. Donc, en fait, évidemment, vos yeux sont tout secs. Et ça, c'est la ménopause. Je suis tombée des nues. Je dis, mais non. Donc, tu as eu de la chance d'avoir un bon ophtalmo. Mais oui. Parce que c'est vraiment lui, hein. Et ensuite, avoir une super gynéco, qui m'a accompagnée. Mais... Et alors, ça t'a fait quoi d'entendre ça, le fait d'entendre pour la première fois le mot ménopause? Comment ça résonnait dans ta tête? Tout de suite, je me suis dit, ok, je peux plus faire d'enfants. Alors, il y a des femmes, elles s'en foutent. Ou elles sont bien contentes, elles se disent, ok, plus de règles, tranquille. Ouais. Moi, ça a été le plus douloureux. En fait, parce que moi j'adore les bébés, que j'avais quand même une vie sentimentale un peu loupée et que je rêvais de refaire une grande famille. Ça c'est mon truc, tu vois, rien de te le dire, genre j'ai des sanglots dans la gorge. Et à 49 ans, c'était un truc que tu avais encore dans un coin de ta tête. Je me disais, je rêvais de ça, je me disais j'y arriverais quand même à rencontrer un homme formidable, à refaire des bébés, je sais pas. J'avais quand même ce truc là, peut-être un peu naïf, un peu neuneux, mais bon, j'assume. Et donc ça, je me suis assise là-dessus. Et ça, c'était un peu douloureux. Le deuil de la maternité, c'est ce qui était le plus difficile psychologiquement. Ouais, c'était difficile. Et alors après, il y a les bouffées de chaleur sont arrivées quand alors? Alors, tout de suite après, je sais pas, il y a eu une espèce de truc psychologique, bouffée de chaleur direct. Je suis sortie chez la gynéco, bouffée de chaleur. Et tu peux me décrire une bouffée de chaleur? Parce que moi, ça va me tomber dessus, je sais pas ce que c'est. Alors, ça dépend des femmes, parce que par exemple, Sophia Aram, elle décrit sa bouffée de chaleur où elle dit que ça part des seins, ça remonte comme ça. Est-ce que tu as l'impression que tu vas faire un malaise ou est-ce que... Non. J'ai jamais eu... T'as l'impression que t'as un coup de chaud. J'ai un coup de chaud. Mais genre un coup de chaud. Tu vois, tu dis genre, oh là là, faut ouvrir les fenêtres. Vous avez chaud, non? Tu vois, j'étais tout le temps comme ça, j'ouvrais tout chez moi. Mes filles me disaient, mais ça va pas, maman? J'avais tellement chaud de temps en temps que j'avais des gouttes de sueur, tu sais, j'avais un chemisier, j'avais un rendez-vous à la banque. J'avais un chemisier, j'avais une bouffée de chaleur. Et je me disais, merde. Mais c'est pas possible, ça chez un banquier, la bouffée de chaleur, ça c'est quand même pas cool. Surtout s'il est pas mal, quoi. Non, il était moche. Franchement, il était moche. Bonjour à vous si vous nous écoutez. Ouais. T'es pas prêt d'avoir ton prêt? Non. D'ailleurs, je l'ai pas eu. Moi, j'ai tout de suite dit traitement hormonal, mais immédiatement. Je ne veux rien sentir. Je veux que ça s'arrête. Je veux retrouver ma vie d'avant. Je veux me retrouver. Et alors, à quel moment, au bout de combien de temps, t'as senti des effets? Assez vite.
Franchement. Et là, tu Non. te dis, je suis de retour, quoi. Oui, tu te dis, je suis de retour, mais ça ne suffit pas parce que malgré tout, je ne dormais plus du tout. Alors ça, c'est vachement fréquent aussi. J'ai mais complètement, c'est-à-dire jusqu'à 4 heures, éveillée jusqu'à 4 heures du matin, à ne pas savoir quoi faire. Parce que même si tu as le traitement hormonal, moi, ça m'a pas suffi. Pour le sommeil, ça a rien changé, Non, par exemple? ça m'a détendue, mais ça m'a pas fait dormir. Ça t'a pas fait dormir. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour dormir? Moi, j'ai fait beaucoup de cardio. Donc moi, j'allais chez Dynamo. J'ai découvert Dynamo. Tu vois, c'est du vélo, c'est du cycling. Et pour te dire, enfin, c'est 45 minutes d'intensité assez élevée. Et j'avais besoin de 2. Je faisais un back-to-back, ce qu'on appelle le back-to-back. C'est-à-dire que je fais 2 fois 45 minutes pour arriver à un état de flow qui faisait que j'étais enfin apaisée et qui faisait que quand je rentrais chez moi, je savais que j'allais pas hurler sur mes enfants. Et peut-être tu avais besoin d'avoir des montées de sérotonine, enfin en tout cas les neurotransmetteurs, c'est assez complexe dans le cerveau. Moi, je suis pas une spécialiste, mais c'est vrai que le sport fait monter des hormones d'apaisement, de bonheur et tout. Donc clairement, ton corps te réclamait mais complètement. Et défouloir pour pouvoir faire monter tout ça, quoi. Ouais. Et ça m'a. Alors, ça m'a fait du bien. Le dynamo m'a fait beaucoup de bien. Le pilate pour étirer le corps parce que j'avais mal partout. T'avais mal aux articulations aussi. J'avais mal aux articulations. C'était sympa en tout cas. T'as eu peu de symptômes, Elsa. C'est ça j'ai eu tout. Je pense que j'ai eu. Je crois qu'on décrit souvent qu'il y a 35 symptômes. Je crois que je les ai tous eus. Tu te sens plus alignée, plus en place qu'avant? Beaucoup plus en place. Je me rends compte que j'ai vraiment traversé un orage. Le point culminant a été quand je suis partie en vacances avec mes filles en Tunisie, il y a quelques mois, et je me suis réveillée un matin en me disant qui je suis. Avec les enfants, ça allait, je suis maman, ok, je suis maman, j'assurais, mais dès que je fermais la porte, j'étais dans un brouillard total comme une ado qui tout d'un coup se demande qu'est-ce que je vais faire, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et j'étais comme ça. C'est-à-dire, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai bâti, qu'est-ce que j'ai construit, où j'en suis. En fait, j'ai rien fait, j'arrive à rien. Mais un truc ça a été, mais c'était horrible. Et est-ce que là, tu peux te dire, oui, j'ai 50 ans. J'ai pas encore tout bâti parce qu'il me reste tellement de temps pour bâtir ce que je veux bâtir. Malgré tout, la société te renvoie à l'image que à 50 ans, une femme doit être quand même assez accomplie. Et moi, j'ai pas de mari, j'ai pas beaucoup de fric, j'ai pas acheté de maison, j'ai pas de maison de campagne, j'ai 2 enfants géniaux, et vraiment j'ai 2 enfants extraordinaires. Et j'ai la chance de pouvoir choisir des métiers intellectuellement épanouissants, mais nourrissants. Mais j'avais tu vois, tu te dis, je pas réussi, quoi. Et après, tu te demandes, c'est quoi de réussir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était quoi pour la Elsa d'avant réussir? La femme de 30 ans, comment ça représentait quoi la réussite? Ah non, la femme de 30 ans, elle voulait croquer le monde. La femme de 30 ans, elle voulait des trucs assez matériels quand même, parce que j'étais moins engagée à l'époque, moins militante. Donc cette femme de 30 ans, moi je pensais que j'aurais une énorme famille, une maison à la campagne, un immense appart, que je serais Oprah Winfrey à la télévision, tu vois, que j'aurais une marque. J'ai toujours rêvé de créer ma marque, donc que j'aurais une enseigne, un immeuble à New York avec marqué Sisterhood en énorme. Tout ce que tu me décris, tu l'as, mais bon, il faut le diviser un tout petit peu. T'as pas l'immeuble, t'es pas Oprah Winfrey, mais t'es Elsa Wolinski de bel et bien quand même. Oui, non, mais j'avais des rêves, tu vois, j'avais des très très grandes, des grandes envies. Et en fait, aujourd'hui, je m'en fous de tout ça. J'ai retrouvé ma joie. Mais je pense que ce qui m'a sauvée aussi, c'est que j'aime les gens, tu vois. J'aime les gens. Je suis pas que sur mon nombril. Donc finalement, quand tu t'intéresses au monde dans lequel tu vis, de savoir que tu as une maison à la campagne ou pas, tu t'en fous. Vraiment, parce que tu te dis, putain, j'ai déjà de la chance d'être vivante, d'être debout. Que ça, on l'entend beaucoup dans le podcast avec toutes les femmes que tu as interviewées. On entend quand même que effectivement c'est une tempête, mais qu'après ça, il y a quand même d'abord plein de choses qui paraissent totalement anodines. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, par exemple, c'est encore le cas maintenant, mais jamais tu ne m'as vu
marcher donc sur la plage, en maillot. Et tu te caches. Je me suis Toi, tu toujours te caches. cachée, mais je me suis même dans mon intimité avec les hommes, etc. Je pense que même mon mari, j'ai jamais été vraiment très très détendue, quoi. J'essaie toujours d'avoir le bon profil et ça. Et avec l'âge, quand même, bon, c'est des choses qu'on laisse un peu tomber. Alors, ça, par exemple, je m'en fous complètement, tu vois. Et ça, c'est Et vrai. tu t'en es toujours foutu ou c'est Non. nouveau? Ça, c'est très nouveau et c'est vrai. D'ailleurs, je me suis mise en maillot de bain sur les réseaux sociaux sans problème avec la chanson Body Summer. Et vraiment, j'ai eu un truc, c'est vrai que ça, je m'en fiche complètement. Il y a, moi qui ai toujours eu peur de pas être assez bien habillée, de pas être assez jolie, tout d'un coup, il y a j'ai eu cette sensation que finalement, j'en avais rien à foutre de ce qu'on pensait de moi. Et que l'important, c'était surtout que je me nourrisse intellectuellement, tu vois. Mais donc, ça a réparé l'estime de soi chez toi? Ouais. Comment t'étais avant? Comment tu te voyais avant? Je me suis jamais beaucoup aimée, moi. Je me suis jamais aimée. Jamais? Donc, non. Je me souviens de moi, enfant, en train de rire très fort. Donc, je pense que j'ai été heureuse. Et j'ai dû m'aimer à un moment, mais il y a eu... Mais très petite, tu vois. Et comment puis, ça se fait, à ton avis? Comment tu l'expliques que tu t'aimais pas comme ça? Ah, mais alors je l'explique. Bon, j'aime pas le dire parce qu'elle est décédée, donc et puis j'ai pas envie de parler mal d'elle. Mais je pense que c'est très lié à ma maman qui quand même souvent disait regarde ces filles, elles sont belles, elles sont minces. Regarde, oh, c'est beau, elle est mince. Elle était très très mince. Elle ta était maman. très très mince, elle faisait très attention. Je pense que ma mère était beaucoup dans la séduction, dans le paraître, même si c'était une intellectuelle très cultivée, très douée, brillante. Il y avait quand même un côté comme ça, hyper avec le physique qui était important et qui m'a beaucoup pesé. Et moi, j'ai eu, je pense, très jeune, eu le sentiment que je n'étais pas la fille qu'elle avait envie d'avoir. En tout cas, c'est ce que je me suis raconté. Parce que je riais fort, parce que j'étais ronde, parce que j'étais pas cette petite fille intello, calme, dans un coin. Donc, j'ai vu très vite, mais ça m'a même pas blessée, je crois. J'ai très vite compris. Je me suis fait une idée. J'étais pas cet enfant qu'elle attendait. Très bien, j'en serai une autre. Je serai quand même là. Elle était quand même là. Elle m'a beaucoup apporté. Mais en tout cas, ça a déréglé un truc chez moi. C'est-à-dire qu'à force de dire que quand on est beau, quand on est mince, du coup, j'ai mis une distance avec elle et du coup, j'ai plus mangé. Donc, j'ai eu toute ma vie des problèmes d'alimentation. Tu t'es dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais prendre le contre-pied et je serai totalement différente d'elle. Ouais, je pense. Et puis, même quand elle est tombée malade et qu'elle a eu son cancer, en fait, mon seul moyen de supporter, et puis il y avait eu l'attentat, de supporter tout ça, a été quand même, je crois, de mettre une couche de peau, tu vois. Donc, une carapace. Une carapace de peau. Donc, cette peau, elle est arrivée en mangeant du sucre. Et ton père, comment est-ce qu'il te regardait? Ah, là, je vais pleurer. Là, c'est le moment. Non, mon père, il me regardait avec beaucoup d'amour. Mon père, il s'en foutait de tout ça parce qu'il disait, en fait, il te suffit d'un jean et d'un t-shirt, t'étais très belle. Donc, non, mon père, c'était différent. Et tu sais que on a beaucoup dit dans Bel et Bien qu'on avait fait une émission, je sais pas si tu te souviens, sur les rapports père-fille, qui était très intense pour nous deux, enfin, surtout pour toi, vu qu'il est plus là. Moi, le mien est encore là. Et il y avait un psy qui disait, en fait, l'estime de soi, elle se construit dans le regard du père, beaucoup. Ouais. Donc, peut-être que si t'as tenu, et que quand même, t'as eu une vie amoureuse, et que t'as réussi à te montrer, c'est parce que ton père avait ce regard si beau sur toi aussi. Oui, il avait un regard très généreux. Non, mais moi, ce qui m'a sauvée, ce qui me sauve d'ailleurs, c'est de ne pas être trop sur moi. En fait, tu vois, c'est vrai que ma mère... Tu te regardes pas trop? Non, c'est-à-dire que comme ma mère se regardait énormément, moi j'ai arrêté de me regarder. Mais à un point où c'est vrai que j'en ai encore un peu des stigmates, c'est-à-dire ma fille, parce que je pense que ça l'a fait un peu souffrir. Ma fille, elle allume la lumière dans ma salle de bain, parce que moi je suis dans ma salle de bain, j'allume pas la lumière. Parce que j'ai eu tellement de problèmes avec mon physique pendant des années que je me regardais pas.
Et quand j'étais dans une salle de bain, je n'allumais pas la lumière. Donc là, maintenant, ma fille, elle allume la lumière. Ça fait pas longtemps. Elle a dit, maintenant, ça suffit. Et alors, quand tu te regardes dans le miroir, là, aujourd'hui, après la ménopause, à 51, non 50. 50 encore. J'aimerais bien que tu ne me vieillisses pas tout de suite. Oui, c'est ça. C'est parce que je me S'il dis te toujours, elle a un plaît. an de plus que moi, mais non, pas vraiment. Non, je dois avouer, mais c'est très récent, que je trouve... je me sens coquine. Je me dis, c'est pas mal. Non, mais je me sens coquine avec la vie. C'est-à-dire, je me réveille le matin, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal d'être ce que t'es là, maintenant. De mieux se connaître, d'avoir passé toutes ces étapes. Alors, on a parlé beaucoup de tes symptômes, mais il y a un symptôme dont on n'a pas parlé, et pourtant Dieu sait qu'il est important, c'est les symptômes qui attaquent un peu la libido. Alors, ok, t'es célibataire, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie sexuelle du tout. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu as eu tout le kit, c'est-à-dire la sécheresse vaginale, l'absence de libido Alors, je peux vous le dire, pas du tout. Je n'ai aucune sécheresse vaginale. C'est déjà une embellie quand même. Ouais, hein. c'est alors voir même le contraire. Ah ouais Parce que je suis une femme pleine. fontaine. Non, mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire. Il paraît qu'on les Et Gabrielle Lazur a dit qu'elle avait appris qu'elle était femme fontaine à 60 ans. Donc peut-être dans 10 ans, je pourrais te le dire. Là là. Moi, je ne sais pas. Tu me dis, je te réinterview. Hein. Non, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis pleine de désir. Et ça ne s'est pas arrêté. Non, pas du tout. J'ai une énorme libido sans rien faire. Et là, est-ce que tu fais comme Lisa Azuelos, que j'ai entendu dans ton podcast, et qui va sur les applis de rencontres, ou pas du tout? Pas du tout. J'ai pas de sextoy et je vais pas sur les applis de rencontres. Parce que je suis trop romantique. Je crois, oui, c'est vrai. Je suis très romantique. J'ai envie d'aimer et d'être aimée. J'ai envie tu vois, de gestes tendres. Je sais pas. J'ai des images comme ça. C'est peut-être un peu vieillot, hein. Mais non. Mais tu sais, ça va arriver, hein, là. Ah bah, tout le monde trouve en chaussures revanche, à son pied. On n'arrête pas de m'envoyer. Alors, j'ai plein de copines qui m'envoient plein de, si vous voulez, des petits trucs sur les sextoys. J'ai plein de... Toi, t'aimes pas les sextoys? J'ai plein de noms. J'ai ça, moi. Bah ouais, les womanizers et les machins comme ça. Je sais pas, je suis pas... On n'a jamais rien inventé de mieux que les doigts, non? En fait, les kilos de la ménopause ne sont pas les mêmes kilos. C'est-à-dire qu'ils ne partent plus après, c'est ça que tu veux dire? C'est pas qu'ils partent plus, c'est que sur la peau, ils ont un aspect très différent. Ah oui, c'est la fameuse jelly anglaise. Ouais. À trous? Oui. Non, mais réellement, c'est-à-dire que moi, c'est j'ai des cuisses, j'ai vraiment j'ai plus du tout la même silhouette qu'avant. En fait, parce que alors moi, quand je te vois, je t'ai pas vue nue à part sur les photos magnifiques dont tu parlais tout à l'heure. Mais ce qui est hyper beau chez toi, c'est que tu es une femme voluptueuse, mais tout est beau, tout est ferme, tout est hyper appétissant, etc. Donc là, tu es en train de m'expliquer que même toi. Non, c'est pas du tout ferme. Oui. Non, mais parce que le problème, c'est que tu es obligé de manger moins. Et c'est une réalité. J'ai pas envie de dire ça, hein, mais j'ai pas envie de dire ça au micro. Ça me saoule de dire ça aux femmes, mais c'est une réalité. En fait, tu es obligé de manger vraiment moins parce que dès que tu manges un peu plus, tout de suite, tu prends. Après, on peut s'en foutre aussi, hein. On peut s'en foutre, s'en foutre complètement. Oui, non, mais on peut être même. Moi, je m'en fous de faire du 42. Ça me fait chier de faire du 44. Voilà, c'est ma limite. Donc moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je refais du 42 parce que je me suis un peu laissée aller cet été. Voilà que bon. Mais t'arrives à perdre facilement comme avant ou c'est c'est plus difficile? Pas du tout. Et comment tu fais? Tu dois t'affamer alors? Non, je m'affame pas, mais je suis obligée de... C'est-à-dire, poulet, courgette. Poulet, courgette. Crevette, courgette. Oh, elles sont seules, Elsa. C'est horrible. Non, mais c'est pas drôle. Je sais. Mais après, je tâtonne moi aussi. Tu vois, j'essaye de trouver... Alors, je suis devenue sur mon Instagram, enfin, dans mes trucs que j'enregistre sur Insta, je n'ai que des recettes de cuisine healthy dans tous les sens. Tu vois, le skyr est devenu mon meilleur ami. Moi aussi, ouais. Voilà, tu t'essayes de trouver des trucs. Tu fais des gâteaux au chocolat avec du skyr. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Il y a un peu de chocolat Mais dedans. en même temps, j'avais entendu un médecin avait dit qu'après 50 ans, il fallait que l'homme et les hommes et les femmes, parce que là, pour le coup, c'est pas une spécialité féminine pour une fois, il fallait manger moins. En tout cas, quand tu es ménopausée, un rien,
ça te fout en l'air ton truc. Donc, si tu veux, c'est vrai que je me dois un espèce de rituel de je fais attention à mon sommeil, mais vraiment. C'est-à-dire que j'essaye de me coucher tôt, de me lever tôt, parce que je vois bien qu'un rien peut me ramener à un état de mal-être. Donc, je fais attention à moi. Et c'est quoi les gros chantiers là des 10 prochaines années jusqu'aux 60? Moi, j'ai envie de partager des choses avec des gens, de vivre des moments très forts. J'ai compris que j'étais une femme intense et que j'étais... Et que tu avais besoin de vivre des moments intenses. Et que j'ai besoin de cette intensité. Elle me fait... Et en fait, pendant longtemps, je la trouvais... Elle me faisait un peu peur, cette intensité. Alors, j'étais entre la vulnérabilité, l'intensité, tu vois, et tu dis, ah, mais qu'est-ce que je fais? En fait, non. En fait, tant pis, tu vois, t'as des moments, t'es fragile, t'as des moments où t'as envie de vivre des choses incroyables. Et moi, j'ai ça. J'ai envie que ma vie, elle soit un peu géniale tout le temps. Même si tu sais que, parce que j'en ai vécu des moments horribles, donc même si tu sais que de toute façon, ça sera parsemé de moments très douloureux, je suis prête encore à en vivre des moments douloureux. C'est pas grave. Mais moi, j'ai l'impression en t'entendant que tu te connais quand même beaucoup, beaucoup mieux. Mieux qu'avant. Que tu as choisi ton camp. En tout cas, que tu assumes peut-être parfois des parts de toi qui te faisaient un peu plus peur avant. Ouais, j'ai pris du caractère. En tout cas, j'ai choisi qu'on me respecte. Alors qu'avant, comme je me sentais plus vulnérable, j'étais un peu plus malléable. Je le suis moins. Ouais, ça se sent en tout cas que tu es beaucoup plus en place. Est-ce que tu dirais que c'est dur d'être une femme? Parce que si on regarde, si on se regarde depuis qu'on est né, moi j'ai eu mes règles à 11 ans. Moi à 12. Ah ouais, tu vois. Après, il y a les syndromes prémenstruels. Je parle pas des vraies pathologies, endométriose, enfin tout ce qui peut créer des douleurs, etc. Mais quand même, on a des tempêtes hormonales en permanence. On a les grossesses. Moi, j'ai souffert toute ma vie de mes règles. Moi, j'ai eu des règles qui duraient 107 ans. C'était très abondante. J'étais gonflée. Enfin, les règles, ça a été un vrai cauchemar. Mais là, je te parle, j'ai mal au ventre parce que je les ai. Je peux te dire. Non, mais c'était un gros cauchemar. Tu sais, on a l'habitude de faire ça toute notre vie, nous, les femmes. On a mal au ventre et puis on continue à... Après, moi, j'ai adoré être enceinte. Donc, mais adoré. C'est-à-dire vraiment, moi j'étais énorme. Mais moi énorme. Aussi. J'ai adoré. En fait, si tu veux, quand tu me poses cette question et que moi, je repense à tout ce qu'on vit dans notre vie de femme, c'est tellement extraordinaire. Parce que oui, c'est dur. Parce que là-dedans, il y a... la manière dont on est perçu par les hommes, toutes les batailles qu'on doit aussi vivre pour exister, pour se faire entendre, pour se faire respecter. Donc oui, c'est dur d'être une femme. Mais à côté de ça, finalement, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, à 50 ans, les hommes, je les regarde pas de la même manière. Tu les regardes comment? Je me sens bien dominante. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Tu vois, avec tout ce qu'on vit, qu'il n'y en ait pas un qui vienne me dire « Ah, mais non, j'ai un peu mal. » Ouais, écoute, tu vois, cette ménopause, elle m'a encore plus fait comprendre à quel point les femmes pouvaient être liées entre elles. Tu vois, cette sensibilité qu'on a commune, cette envie d'être ensemble. Bon, alors moi, je suis militante, je suis engagée, mais ce truc-là, il est très fort. C'est très puissant. En fait, j'ai l'impression, finalement, aujourd'hui, à 50 ans, que je ne suis pas seule, qu'il y a une armée de femmes derrière moi. Et ça, je l'avais pas avant. Tu m'as vu derrière toi aussi. Hein. Ouais. Je suis là avec mon. Toi, t'es pas épée. derrière, t'es à côté. Ouais, c'est ça. Et tu vois ce que tu dis, c'est exactement ça. J'ai une épée dans la poche. Tu vois, j'ai une épée à la ceinture en fait. Et c'est ce que je ressens très fort aujourd'hui. Ça se sent. On te sent plus forte. Donc, je vais pas dire vive la ménopause, mais bon, disons que ok, on veut bien la vivre. Si c'est pour être comme ça. En tout cas, on est là pour vous accompagner. Merci. Et j'ai appris plein de trucs sur toi. J'espère, j'ai peur de ne pas avoir été bien précise. T'as été très précise. C'est vrai? Ah oui, j'ai tout compris malgré mon brouillard cognitif. Non, mais j'espère qu'on comprendra bien quand même. Mais oui, on comprend très bien. J'ai appris plein de choses sur toi et surtout, je te trouve... T'es super épanouie là. Écoute, c'est comme si j'avais fait l'amour sans avoir fait l'amour. Ouais, c'est ça. Dis-moi que j'ai plus mes règles. Ah là là, mon Agathe, c'est toujours super d'échanger avec elle. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous l'aurez compris.
Face à tous mes symptômes et à l'énorme chamboulement du dérèglement hormonal, je me suis mise en quête d'équilibre. Oui, mon maître mot désormais, c'est l'équilibre. Alimentation, sommeil, sport, stress, bref, j'ai tout changé. Enfin, j'essaye. À propos d'équilibre hormonal, justement, comme on reçoit encore beaucoup de témoignages sur les bouffées de chaleur qui peuvent devenir pénibles, c'est vrai, on a décidé de passer un petit coup de téléphone à notre naturopathe Béatrice Levinson. Elle accompagne les femmes ménopausées pour trouver leur équilibre à elles. Aujourd'hui, elle nous explique comment réguler naturellement les bouffées de chaleur. Si, je vous assure, c'est possible. Allez, on écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a une bouffée de chaleur ? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a dans le corps 2 organes qui régulent la température du corps. C'est la thyroïde et les surrénales. Les surrénales, c'est donc ces 2 petites glandes au-dessus des reins, c'est pour ça qu'on les appelle surrénales, et elles gèrent notre énergie. Elle régule notre sommeil, elle nous aide à donner une réponse appropriée face à un stress. La thyroïde et les surrénales, elles sont en relation avec nos hormones et avec nos glandes hormonales. Donc, à la ménopause, on a un gros changement d'équilibre hormonal. On a une quantité d'hormones qui diminue énormément, qui ne disparaît pas complètement, mais qui diminue, on va dire, à 98%. Et les 2 autres, les surrénales et la thyroïde, elles sont perturbées par ce gros changement hormonal. Et donc, c'est comme si notre thermostat était déréglé. Le thermostat étant principalement régulé par la thyroïde et les surrénales. Au moment de la ménopause, quand on a besoin de ces surrénales d'être en bon état de santé, en équilibre, elles le sont plus et elles vont induire plus de bouffées de chaleur. Donc, je travaille sur la nutrition d'abord, toujours. Il y a des aliments communs que les femmes disent, expriment, qui favorisent les bouffées de chaleur. L'alcool, c'est sûr. Le sucre, c'est sûr aussi. Après, ça peut être le chocolat, c'est un excitant. Ça peut être la viande rouge, pour certaines, un autre excitant. Les émotions. C'est sûr que si, avant d'aller se coucher, on a une dispute avec son mari, ses enfants ou son boss, il y a plus de chances pour qu'il y ait des bouffées de chaleur le soir. Et sur les surrénales. Je les teste, les surrénales. C'est un test de salive qui mesure le taux de cortisol et le taux de DHEA, qui sont 2 hormones sécrétées. Et on voit, dans le cas de bouffées de chaleur, qu'il y a des excès. Ça monte comme ça dans la journée, pouf, puis ça redescend. Mais ça se régule. On peut utiliser des compléments alimentaires très spécifiques pour les aider. Et ces compléments alimentaires, on les appelle des adaptogènes. Les adaptogènes, ce sont des plantes qui vont aider les surrénales à s'adapter au stress. Et donc, ces surrénales, elles sont déréglées uniquement à cause de la ménopause ou aussi par la vie qu'on mène ? Les 2. C'est pour ça que le type de vie est important, parce que plus vous allez avoir un type de vie sain, pour résumer, plus vos surrénales vont être capables de gérer la tempête ou les hauts et les bas, les fluctuations hormonales qui arrivent au moment de la ménopause. Donc, plus on va prendre soin de soi, respect de son corps, de ce dont le corps a besoin, plus les hormones vont être en équilibre et plus la ménopause va se passer tranquillement, de manière anodine. Merci beaucoup Béatrice Levinson pour ces précieux conseils. Soyons à l'écoute de notre corps. C'est la première étape pour lui faire du bien. Pourtant, c'est vrai, dans nos vies trépidantes, c'est difficile de le faire. Et un grand merci, évidemment, à Agathe Le Caron pour sa bienveillance et sa tendresse. Ça fait du bien de parler à des gens de confiance. Croyez-moi, allez-y, osez, communiquez, parlez de vos symptômes, abordez votre ménopause. N'ayez pas honte.
Cet épisode a été réalisé par la jolie Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!